Imaginez. L'aube se lève à peine. Un voile gris recouvre la ville encore endormie. Dans les rues pavées, des silhouettes se pressent déjà, les épaules voûtées sous le poids de la fatigue et de l'habitude. Elles avancent en silence, le souffle visible dans l'air froid du matin, en direction d'immenses bâtiments de briques et d'acier qui fument comme des bêtes affamées. C'est l'Amérique, au tournant du XXe siècle, un pays que l'on surnomme alors la terre des opportunités. Mais derrière les promesses scintillantes se cache une réalité plus dure que le fer des rails qui étendent à perte de vue. Ici, pour un Américain moyen, la journée commence bien avant le lever du soleil et ne s'achève qu'après 12 longues heures de labeur, souvent 6, parfois 7 jours sur 7. Tout cela pour un salaire qui ne dépasse guère $1 par jour. $1 qui doit nourrir une famille entière, payer un logement humide et, si possible, laisser quelques pièces pour espérer un avenir meilleur. Dans cette époque que Elle a d'Histoire retiendra comme l'âge d'or, The Gilded Age, la richesse affiche dans les salons étincelants de la haute société. Mais pour l'immense majorité, l'or n'est qu'un reflet lointain, un éclat qui ne touche jamais leurs mains calleuses. Et pourtant, malgré la misère, malgré la fatigue, il y avait aussi des rires étouffés dans les cuisines, des chansons fredonnées dans les usines, des rêves murmurés au creux de la nuit. C'est cette Amérique-là que nous allons explorer ensemble. Une Amérique rude, mais vivante, implacable, mais pleine d'histoire, car derrière chaque dollar gagné à la sueur du front, il y avait des visages, des combats et des secrets que peu osent être racontés. Et c'est là que notre voyage commence. À l'aube de l'âge d'or américain, la notion même de journée de travail avait rien à voir avec ce que nous connaissons au jour 8. Pour la majorité des ouvriers, des mineurs, des employés de manufacture, le temps n'était pas découpé par les aiguilles d'une horloge bienveillante, mais par la cadence implacable des machines et le cycle répétitif des tâches. 12 heures d'effort, parfois 14, 6 jours sur 7. Et tout cela sans compter les heures volées aux nuits pour préparer le lendemain ou réparer ce que la journée avait brisé. Dans les usines, l'air était lourd, saturé de poussière ou de fumée, et le bruit incessant des pistons, des marteaux et des courroies empêchait presque toute conversation. Les journées commençaient souvent dans l'obscurité, car le soleil se levait plus tard que les ouvriers. Ils traversaient des rues encore humides de rosée, serrant contre eux un manteau usé, avant d'entrer dans des bâtiments où la lumière artificielle éclairait à peine les coins les plus sombres. Pour beaucoup, il n'existait pas de pause structurée. Le repas de midi, s'il avait lieu, se prenait souvent debout, en quelques minutes, avec un pain grossier, un morceau de fromage ou une pomme achetée à la hâte. Les corps, sollicités sans répit, finissaient par s'habituer à la douleur sourde dans le dos, aux mains crevassées, aux yeux irrités par les particules en suspension. Et si la fatigue devenait insupportable, il n'y avait pas d'arrêt maladie, pas de congé payé. L'absence signifiait simplement pas de salaire. Les enfants, eux aussi, étaient de la partie. À peine assez grands pour atteindre les machines, ils travaillaient parfois aux côtés de leurs parents, leurs doigts fins capables de manipuler les pièces les plus petites, mais aussi les plus dangereuses. Leurs yeux se fermaient par moments, mais un contremaître veillait toujours, rappelant à chacun que le temps perdu était de l'argent perdu. Et dans cet univers, l'argent était trop rare pour qu'on s'autorise la moindre distraction. Ces journées interminables n'étaient pas seulement une épreuve physique, mais aussi un effacement progressif de soi. Les travailleurs, pris dans ce rythme implacable, avaient parfois l'impression que leur vie se réduisait à une répétition mécanique. Se lever, travailler, rentrer, dormir et recommencer. Mais derrière cette routine écrasante, il y avait une forme de résilience silencieuse, une endurance qui, jour après jour, devenait presque une seconde nature, car si le travail prenait tout, il ne parvenait pas à éteindre complètement la petite flamme intérieure. Dans un geste simple, un échange de regards, un mot glissé à l'oreille,
Certains trouvaient encore le moyen de se rappeler qu'ils étaient plus que de simples rouages dans une machine gigantesque. Mais cette force discrète n'allait pas suffire face à ce qui les attendait encore. À la fin de ces longues journées, le fruit du labeur se résumait souvent à quelques pièces glissées dans la paume calleuse. $1 parfois moins, pour 12 heures de travail. Une somme qui, même à cette époque, ne suffisait pas à couvrir tous les besoins essentiels. Un tiers de ce maigre revenu disparaissait immédiatement dans l'achat de nourriture. Farine, pommes de terre, un peu de viande salée quand les finances le permettaient. Le reste, bien vite, s'évaporait entre le loyer, le charbon pour se chauffer et les vêtements qu'il fallait raccommoder plutôt que remplacer. Les logements des familles ouvrières n'avaient rien d'un foyer chaleureux. Dans les quartiers populaires des grandes villes, on entassait parfois une dizaine de personnes dans 2 ou 3 petites pièces. Les murs suintaient l'humidité. Les fenêtres laissaient repasser le vent, et l'odeur de moisi se mêlait à celle du linge qui séchait à l'intérieur faute des espaces extérieurs. Le mobilier était sommaire. Un lit partagé par plusieurs enfants, une table bancale, quelques chaises dépareillées. Le confort était un luxe réservé à d'autres. Pour les femmes, la situation était encore plus injuste. À travail égal, elles touchaient souvent la moitié du salaire des hommes. Beaucoup de jeunes filles entraient en usine dès l'adolescence, cousant, triant, emballant. Pour à peine $8 par semaine. Les mères, elles, jonglaient entre de longues heures dans les ateliers et les tâches domestiques, cuisinant des repas simples avec ce qu'elles pouvaient se permettre d'acheter, veillant sur les enfants, tout en économisant la moindre bougie pour éclairer la maison. Il n'y avait presque pas de marge pour l'imprévu. Une maladie, un accident de travail ou même un simple retard de paiement de l'employeur pouvait plonger toute une famille dans l'endettement, voire à la rue. C'est pourquoi certains acceptaient des heures supplémentaires, malgré l'épuisement, ou cumulaient 2 emplois, sacrifiant encore un peu plus leurs rares moments de repos. Et pourtant, dans ce contexte de privation constante, les gens trouvaient encore le moyen de créer du lien. Les voisins s'entraidaient, partageaient un repas ou prêtaient un outil. Les enfants, pieds nus dans les rues, inventaient des jeux avec des bouts de bois et des pierres. Parfois, une chanson entonnée dans la cour résonnait jusque dans les cuisines, arrachant un sourire à ceux qui l'entendaient. Ces instants simples n'effacèrent pas la dureté de la vie, mais ils rappelaient qu'il existait autre chose que la lutte quotidienne. Cependant, même cette solidarité discrète ne pouvait changer le fait que chaque jour était une course pour survivre. Et dans cet équilibre fragile, il suffisait d'un seul événement pour tout faire basculer. Ce qui rendait cette époque si paradoxale, c'était le contraste presque cruel entre la vie des travailleurs et le spectacle éclatant des élites. Dans les grandes avenues de New York, de Chicago ou de Boston, les vitrines étalaient des tissus fins, des bijoux étincelants, des chapeaux venus de Paris. Les journaux racontaient les bals fastueux organisés dans des demeures immenses où l'on servait des mets venus du monde entier, où l'argenterie brillait à la lumière des chandeliers. Et tout cela se déroulait à quelques rues seulement des quartiers où les familles ouvrières se battaient pour acheter un pain rassis à moitié prix. Le dimanche, lorsqu'ils avaient un rare moment pour souffler, certains passaient devant ces vitrines comme on contemple un monde inaccessible. Les enfants, le nez collé contre la vitre, observaient les jouets mécaniques ou les poupées richement habillées, tandis que leurs parents les tiraient doucement en avant, conscients que ce rêve n'était pas pour eux. Ce contraste constant ne faisait qu'aiguiser le sentiment d'injustice, mais aussi, parfois, nourrir l'espoir qu'un jour, les choses pourraient être différentes. La vie quotidienne, pour l'Américain moyen, était faite de routines immuables. Le matin, les femmes se levaient tôt pour préparer un repas simple avant que les hommes et les enfants partent travailler. La lessive se faisait à la main dans de grandes bassines d'eau chaude, frottant les tissus jusqu'à ce que les doigts soient engourdis. Les repas étaient souvent monotones, soupe de légumes, pain, parfois un peu de viande ou de poisson salé. Le luxe des
un dessert ou D, un plat raffiné N, était réservé que aux grandes occasions comme un mariage ou la fête nationale. Les loisirs existaient, mais ils étaient modestes. On se retrouvait en famille ou entre voisins pour chanter, raconter des histoires ou lire à voix haute un vieux livre déjà passé entre des dizaines de mains. Dans certaines communautés, on organisait de petites fêtes de quartier, avec des jeux simples et de la musique, comme une parenthèse dans la dureté du quotidien. Et malgré la fatigue accumulée, ces moments étaient précieux, car ils rappelaient à chacun qu'il y avait plus dans la vie que le travail et la survie. Mais cette vie, déjà difficile, pouvait basculer à tout instant. Un incendie dans un immeuble, un hiver particulièrement rigoureux, ou une crise économique pouvait réduire à néant des années d'efforts. Et pourtant, les gens continuaient, jour après jour, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et aussi peut-être parce que ils avaient appris à trouver de la beauté même dans les plus petites choses, la chaleur un foyer, le rire d'un enfant, la simple lumière du soleil filtrant à travers une fenêtre sale. Car dans cette Amérique de l'âge d'or, derrière la misère, il y avait une humanité tenace, qui refusait de disparaître. Et cette humanité, aussi fragile soit-elle, allait bientôt devenir la force motrice de changement que personne n'imaginait encore. Dans un monde où la fatigue semblait ne jamais s'effacer, où le corps portait en permanence le poids des heures de travail, la survie ne tenait pas seulement à la force physique. Elle reposait aussi sur quelque chose de plus discret, de plus profond. La capacité de se relier aux autres, de trouver dans la communauté un soutien invisible, mais essentiel. Dans les quartiers ouvriers, les relations de voisinage étaient bien plus qu'une simple proximité géographique. On connaissait le nom de chaque enfant. On savait qui était malade, qui avait besoin d'un repas chaud ou un peu de charbon pour finir la semaine. Les portes restaient souvent entr'ouvertes, non par insouciance, mais parce que le va-et-vient entre les foyers faisait partie de la vie quotidienne. Un plat de soupe préparé en grande quantité passait d'une maison à l'autre. Un manteau trop petit pour l'aîné devenait celui du voisin. Il y avait aussi la force des traditions, importées par les vagues d'immigrants venus d'Irlande, d'Italie, de Pologne ou d'Allemagne. Chaque communauté apportait avec elle ses fêtes, ses recettes, ses chants, ses histoires. Ces fragments de culture, partagés autour d'une table ou au détour d'une conversation dans la rue, servaient à rappeler à chacun qu'il venait de quelque part, qu'il appartenait à une histoire plus grande que la sienne. Dans les soirs d'hiver, après une journée glaciale dans les ateliers, il arrivait que on pousse les meubles pour laisser place à un peu de musique et de danse, une manière de se réchauffer le corps et le cœur. Et puis il y avait les lieux qui servaient de point d'ancrage, les églises, les salles de réunion, parfois une simple arrière-boutique qui accueillait les discussions tard dans la nuit. On y échangeait des nouvelles, des conseils, des espoirs. On y trouvait, l'espace d'un instant, un sentiment d'appartenance qui donnait la force de recommencer le lendemain. Ces liens, tissés dans l'adversité, n'étaient pas seulement une réponse à la pauvreté. Ils étaient un rempart contre l'isolement, une manière de dire « tu n'es pas seul ». Dans ce monde où tout semblait conçu pour briser l'individu, la communauté devenait un refuge. Et parfois, le point de départ de changements plus vastes. Mais cette solidarité, aussi précieuse soit-elle, allait bientôt se heurter à une autre réalité, celle des dangers permanents qui guettaient chaque ouvrier à chaque instant. Dans l'Amérique de l'âge d'or, travailler ne signifiait pas seulement s'épuiser physiquement, cela signifiait aussi risquer sa vie, chaque jour, parfois à chaque heure. Les usines, les mines, les chantiers navals ou ferroviaires étaient des lieux où la sécurité passait loin derrière la productivité. Les machines, massives et bruyantes, tournaient sans relâche, leurs engrenages nus happant parfois une manche, une main, ou pire. Dans les mines, l'air était épais, chargé de poussière de charbon qui, jour après jour, pénétrait dans les poumons. Les hommes descendaient sous terre à la lueur de petites lampes à huile, conscients qu'une seule étincelle pouvait provoquer une explosion.
Et lorsqu'un éboulement se produisait, il n'y avait souvent ni secours rapide, ni moyen efficace de sauver ceux qui étaient piégés. Beaucoup ne revenaient jamais à la surface, laissant derrière eux des familles plongées dans le silence et l'attente. Les ouvrières, elles, affrontaient d'autres dangers. Dans les ateliers de confection, elles travaillaient à quelques centimètres d'aiguilles en mouvement, respirant des poussières de textile qui irritaient la gorge et les yeux. Les incendies étaient fréquents, attisés par les matières inflammables et les lampes à gaz. Et lorsque les flammes se déclaraient, les issues étaient parfois verrouillées pour éviter que les ouvrières ne quittent leur poste sans autorisation. Les tragédies étaient inévitables. Les chantiers de construction n'étaient pas moins dangereux. Les ouvriers y montaient à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, sans harnais ni filet de sécurité. Une simple rafale de vent, un faux pas, et c'était la chute. Pourtant, les journaux de l'époque ne faisaient souvent qu'une brève mention de ces drames noyés dans les pages intérieures. Le monde continuait de tourner, insensible à la disparition d'un homme de plus. Ces risques permanents créaient une tension silencieuse dans la vie des travailleurs. Chaque matin, en franchissant la porte de l'usine ou en descendant dans la mine, ils savaient qu'ils pouvaient ne pas revenir. Ce danger faisait partie intégrante de leur quotidien, accepté comme une fatalité. Et pourtant, il y avait dans leur regard une détermination qui surprend encore aujourd'hui. Celle de continuer, non par goût du risque, mais parce que survivre signifiait, avant tout, subvenir aux besoins des siens. Mais à force de vivre dans l'ombre de la mort, quelque chose finit par se transformer. Ce qui n'était qu'une résignation silencieuse commença peu à peu à devenir une colère. Et cette colère allait bientôt changer le cours de l'histoire ouvrière en Amérique. La colère, longtemps contenue, finit par s'infiltrer dans les conversations des ateliers, dans les murmures des tavernes, dans les réunions improvisées à la sortie des usines. Ce n'était pas une fureur bruyante et désordonnée, mais une tension sourde, un ras-le-bol qui prenait racine dans chaque blessure ignorée, dans chaque salaire amputé, dans chaque promesse non tenue. Les ouvriers, qui jusque-là subissaient, commencèrent à comprendre qu'ils étaient nombreux et que leur force résidait dans cette multitude. Les premières grèves surgirent comme des éclats inattendus. Des centaines d'hommes et de femmes cessèrent de travailler, parfois sans prévenir, simplement parce qu'ils ne pouvaient plus continuer comme avant. On brandissait des pancartes écrites à la main, on scandait des slogans simples mais puissants. 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures pour soi. Ce mot d'ordre, venu d'Europe, devint le cri de ralliement d'un mouvement qui dépassa les frontières des métiers et des origines. Mais la révolte ne se passait pas toujours dans le calme. Les employeurs, déterminés à briser ces élans, faisaient appel à des briseurs de grève, à des milices privées, voire à la police. Les manifestations pouvaient tourner à l'affrontement, parfois sanglant. Les journaux, selon leur bord, décrivaient les ouvriers comme des héros courageux ou comme des fauteurs de troubles à mater. La vérité, comme souvent, se trouvait quelque part entre les deux. Peu à peu, certaines revendications trouvèrent un écho dans la sphère politique. Des lois commencèrent à encadrer les heures de travail, à interdire l'emploi d'enfants trop jeunes, à imposer des mesures minimales de sécurité dans les ateliers. C était loin d'être parfait. Beaucoup des employeurs trouvèrent des moyens de contourner ces règles. Mais CE était un début. Des organisations ouvrières se structurèrent, apprenant à négocier, à résister sur la durée, à construire un rapport de force qui ne s'éteindrait pas après une seule victoire. Ces avancées, obtenues au prix de sacrifices immenses, ne transformèrent pas immédiatement la vie de l'Américain moyen. Mais elles changèrent quelque chose de plus subtil, la perception que les travailleurs avaient d'eux-mêmes. Ils n'étaient plus seulement des individus isolés, ballottés par les besoins de l'industrie. Ils devenaient une classe consciente de ses droits, capable de s'unir pour défendre sa dignité. Et même si les batailles étaient loin d'être toutes gagnées, une graine avait été plantée. Elle germerait lentement, au fil des décennies, jusqu'à redessiner le paysage du travail aux États-Unis. Mais avant d'en voir les fruits, les ouvriers de l'âge d'or devaient encore traverser bien des épreuves,
et apprendre à tirer parti des rares progrès acquis. Lorsque les premières lois ouvrières commencèrent à entrer en vigueur, leur impact se fit sentir de manière presque imperceptible au début. Les journées de travail restaient longues, mais dans certaines industries, elles passèrent de 14 à 10 heures, puis à 8 dans les cas les plus avancés. Ce changement, qui pourrait sembler minime vu d'aujourd'hui, représentait à l'époque une révolution silencieuse. 8 heures. C'était du temps rendu à la vie, du temps pour voir ses enfants à la lumière du jour, pour se reposer un peu, ou même pour se former à un autre métier. La sécurité des lieux de travail commença elle aussi à évoluer. Dans les usines modernes qui s'élevaient, on installait des dispositifs de protection autour des machines, on aménageait des sorties de secours, on imposait des inspections régulières. Les mines adoptèrent progressivement de meilleurs systèmes de ventilation, réduisant les risques d'explosion et les maladies respiratoires les plus graves. Bien sûr, ces mesures étaient souvent motivées par des intérêts économiques. Un ouvrier blessé ou mort coûtait cher à remplacer. Mais peu importait la raison. Pour ceux qui travaillaient, la différence était réelle. Le logement, lui, resta longtemps un point noir. Pourtant, dans certaines villes, les municipalités commencèrent à raser les taudis les plus insalubres pour construire des immeubles en briques dotés de sanitaires communs, d'eau courante et de fenêtres plus larges. Pour les familles qui avaient connu l'humidité des caves ou l'exiguïté des combles, emménager dans un appartement de ce type était une étape presque émouvante. Ces améliorations, aussi modestes soient-elles, redonnaient un peu de souffle aux travailleurs. Ils pouvaient enfin envisager l'avenir autrement qu'en termes de survie immédiate. Certains épargnaient de petites sommes pour acheter un terrain, ouvrir une échoppe ou envoyer un enfant à l'école au lieu de envoyer à l'usine. La mobilité sociale restait rare et difficile, mais elle n'était plus totalement hors de portée. Et dans cette lente transformation, quelque chose changeait aussi dans les mentalités. L'idée que les travailleurs avaient droit à un minimum de confort, à un salaire équitable, à un environnement sûr, commençait à s'ancrer dans l'imaginaire collectif. Ce n'était pas encore une certitude, mais une aspiration partagée, et cette aspiration deviendrait l'un des moteurs du XXe siècle américain. Pourtant, ces progrès, aussi précieux soient-ils, n'effaçaient pas les inégalités profondes ni les tensions sociales. Car tandis que certains accédaient à un début de confort, d'autres restaient prisonniers des vieux schémas, coincés entre un salaire insuffisant et des prix qui ne cessaient d'augmenter. Et cette fracture allait marquer durablement l'héritage de l'âge d'or. Malgré les améliorations visibles, l'ombre des inégalités planait toujours sur la vie des travailleurs. Pour chaque usine équipée de nouvelles mesures de sécurité, il en existait 10 autres où les machines continuaient de tourner sans protection, où les couloirs restaient étroits et mal éclairés, où les ouvriers travaillaient dans la chaleur étouffante ou le froid glacial. Les lois, aussi bonnes soient-elles sur le papier, étaient souvent appliquées de façon inégale selon la bonne volonté des employeurs ou la pression exercée par les syndicats. Les salaires, eux, restaient un sujet de frustration constante. Certes, certains métiers spécialisés voyaient leur rémunération augmenter, mais la majorité des ouvriers continuaient de vivre au jour le jour, sans réserve pour affronter les imprévus. Une maladie, un accident domestique, ou même une baisse soudaine de la demande pouvait effacer des années d'efforts. Pour les femmes, la situation demeurait encore plus précaire. Elles restaient cantonnées aux emplois les moins payés, dans les usines de textiles, les services domestiques ou les bureaux, souvent avec la perspective d'être remplacées à la première grossesse. Les enfants, bien que moins nombreux à travailler grâce aux nouvelles lois, continuaient d'être employés dans certaines industries, en particulier dans les zones rurales ou dans les petites entreprises où le contrôle était quasi inexistant. Ils portaient des charges lourdes, manœuvraient des machines dangereuses, tout en manquant l'éducation qui aurait pu leur offrir une vie différente. Pendant ce temps, les fortunes des grands industriels, Carnegie, Rockefeller, Vanderbilt, atteignaient des sommets jamais vus auparavant. Leurs demeures, leurs trains privés, leurs yachts
symbolisaient une prospérité presque irréelle aux yeux des classes laborieuses. Ces figures publiques étaient admirées pour leur réussite, mais aussi détestées pour l'écart qu'elles représentaient avec le reste de la population. Ce contraste permanent nourrissait un sentiment d'injustice qui ne disparaissait pas, même lorsque des réformes étaient mises en place. Il y avait également une fracture géographique. Les grandes villes industrielles voyaient naître des mouvements syndicaux puissants, capables d'obtenir des avancées, tandis que les zones rurales restaient à la merci des employeurs, avec peu ou pas de représentation. L'Amérique, pourtant unifiée dans son expansion économique, se découpait en réalités sociales distinctes, où la couleur de peau, elle, origine ethnique et le lieu de naissance pouvaient déterminer la qualité ou la dureté de la vie. Ainsi, même à mesure que l'âge d'or progressait vers une ère plus moderne, beaucoup restaient enfermés dans une existence faite de labeur incessant et d'espoirs toujours reportés. Ces inégalités persistantes rappelaient que les réformes n'étaient pas des fins en soi, mais seulement les premiers pas d'un chemin encore long et incertain. Avec le recul, LSHDE, or américain, apparaît comme un paradoxe éclatant. Une période de prospérité inégalée pour certains et de labeur exténuant pour la majorité. Pourtant, malgré les souffrances et les injustices, cette époque a laissé derrière elle un héritage qui façonne encore notre monde. Les premières lois sur les horaires, les conditions de sécurité, l'interdiction du travail des enfants, tout cela est né dans ces décennies de tension, sous la pression d'hommes et de femmes qui ont refusé de plier. Cet héritage ne se mesure pas seulement en réformes écrites dans les codes du travail, mais aussi dans la conscience collective. Les travailleurs avaient appris que leur voix, même faible, pouvait se faire entendre lorsqu'elle s'unissait à d'autres. Ce sentiment d'appartenance à une cause commune allait traverser les générations, inspirant les luttes ouvrières du XXe siècle, du mouvement pour le salaire minimum au combat pour la couverture santé et la retraite. Pourtant, cet héritage est aussi une mise en garde. Car si les conditions se sont améliorées dans de nombreux pays, les inégalités, elles, n'ont pas disparu. Le fossé entre les plus riches et le reste de la population, si frappant à l'âge d'or, existe encore aujourd'hui, sous des formes nouvelles. La mondialisation, les délocalisations, la précarité de l'emploi rappellent que les acquis ne sont jamais définitivement assurés. Ce qui a été gagné par la lutte peut se perdre dans l'indifférence. Il y a également, dans cette histoire, une leçon sur la résilience humaine. Ces hommes et ces femmes, souvent privés de confort et de loisirs, ont trouvé des moyens d'aimer, de créer, de rêver. Ils ont bâti des communautés solides, transmis des savoir-faire, élevé des enfants dans l'espoir d'une vie meilleure. Et cet espoir, aussi fragile soit-il, s'est parfois réalisé. Aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde où la technologie allège certaines tâches, mais impose autres formes de pression, il est utile de se souvenir de cette époque. Non pas pour la glorifier, mais pour en comprendre les leçons. La dignité ne se mesure pas seulement en richesse matérielle, mais dans la possibilité pour chacun de vivre sans craindre le lendemain, de travailler sans se briser, et de rêver sans que ses rêves soient étouffés par la nécessité. L'âge d'or, avec ses contrastes violents, reste un miroir tendu vers notre présent. Et la question qu'il nous pose, silencieusement mais avec insistance, est simple. Avons-nous vraiment appris de son histoire, ou sommes-nous en train d'en répéter, sous d'autres visages, les mêmes erreurs? Lorsque on referme cette plongée dans la vie de américain moyen de LHD, or, il reste une image faite de contrastes saisissants. D'un côté, la brillance ostentatoire des salons dorés, les robes de soie qui glissent sur des parquets polis, les banquets où l'on sert des plats venus de l'autre bout du monde, de l'autre, les mains noircies par le charbon, les doigts écorchés par le métal, les dos voûtés par le poids des charges, et les nuits passées dans des logements où la lumière peinait à entrer. Cette époque, que l'histoire qualifie de « dorée », l'était surtout pour une minorité. Pour la majorité, l'or n'était qu'un éclat lointain, un rêve inaccessible. Et pourtant, ce rêve,
ou plutôt la croyance que, un jour, il pourrait se réaliser, fut là un des moteurs les plus puissants de leur persévérance. Les travailleurs ne se battaient pas seulement pour survivre, mais pour que leurs enfants connaissent un autre avenir où la vie ne se mesurerait pas uniquement en heures de labeur et en pièces de monnaie. Ce qui frappe, en regardant cette période, c'est la force tranquille qui émanait de ces hommes et de ces femmes. Ils n'avaient pas toujours la possibilité de changer leur destin du jour au lendemain, mais ils savaient créer de la chaleur humaine là où il n'y avait que froid industriel, trouver des raisons de rire dans des journées grises et se rassembler quand la solitude menaçait. Cette capacité à tenir, à résister en silence, est peut-être leur plus grand héritage. Aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde plus connecté, plus rapide, mais pas nécessairement plus égalitaire, cette mémoire agit comme un rappel. Les acquis sociaux, les protections au travail, la simple idée qu'une journée doit laisser de la place à autre chose que le labeur, tout cela n'existe que parce que des autres avant nous ont refusé de s'épuiser pour rien. Ils ont payé ce droit de leur santé, parfois de leur vie. Peut-être est-ce là la véritable leçon de l'âge des ors. Derrière chaque progrès se cache une histoire de lutte, derrière chaque confort moderne, des générations qui ont travaillé sans relâche pour qu'il devienne possible. Et dans cette continuité, chacun de nous porte une responsabilité. Ne pas oublier, ne pas détourner le regard et veiller à ce que les erreurs du passé ne se répètent pas, même sous des formes plus subtiles. Car, au fond, ce que cherchaient ces Américains du tournant du siècle N n'était pas si différent de ce que nous cherchons aujourd'hui. Un toit sur un travail qui respecte notre santé et la certitude que nos efforts serviront à bâtir quelque chose de meilleur. L'âge d'or, dans toute sa complexité, reste un témoignage vivant de cette quête universelle.